bientôt. On va fêter nos 5 ans, vous aurez l'info qui va circuler sur les réseaux sociaux. Et je m'occupe plutôt de coordonner le pôle qui va accompagner à la fois les entreprises, les collectivités et les universités qui ont envie de mobiliser leurs équipes autour des enjeux de transition écologique via des défis. On en parlera un peu plus longuement en fin de webinaire. On propose ça pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Et donc, notre particularité en tant qu'asso, c'est que la participation des entreprises nous permet de financer le change scolaire qui vient de se terminer. On a les 60 000 enfants de la maternelle jusqu'au lycée qui sont mobilisés. Voilà, on est hyper contents. Voilà pour la petite présentation de ma petite planète, mais je laisse tout de suite Alice et Éléonore se présenter. J'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alice Vitou, moi je suis passionnée de l'océan, je suis créatrice du jeu de la fresque océane et donc présidente de l'association. On détaillera un peu plus tard ce qu'est l'association de la fresque océane. Également, je travaille en tant que lead écosystème copilote sur le parcours océan de la CEC qui va être présenté par Éléonore. Donc Éléonore, je te passe la parole. Si ton réseau est Bonjour OK. à tous et toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée parce que j'ai un réseau très instable. Donc peut-être que je me cacherai pour pouvoir parler et ne pas avoir l'écran. Donc moi, je suis Éléonore Patry. Je m'occupe particulièrement, je travaille spécifiquement dans la transition écologique en entreprise et particulièrement pour la Convention des entreprises pour le climat. Où je suis aujourd'hui copilote du parcours océan, donc avec Alice, qu'on vous présentera un peu plus tard. Super, merci à toutes les deux. Du coup, au programme de ce petit webinaire, donc le tour de table, on l'a fait. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on vous propose un petit quiz pour voir si vous êtes bien sur les notes que vous nous avez dites en introduction. Peut-être que certaines seront encore meilleures. Ensuite, on vous propose de parler de l'océan, mais de l'eau aussi au sens large et d'expliquer un peu mieux quels sont les rôles. Ce sera notamment Alice qui vous expliquera tout ça. Et ensuite, quel est le rôle, notamment, quels sont les rôles et les opportunités pour les entreprises que de se saisir de ce sujet-là. Et enfin, on vous présentera 3 solutions que sont la CEC, en particulier le parcours océan, la fresque océane et ma petite planète pour agir au niveau de ces enjeux. Voilà. Et puis, on essaiera de garder un petit temps questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On essaiera de les prendre à la fin s'il y a des petites questions auxquelles on peut répondre rapidement. Il y a Maria Fernanda qui est responsable des partenariats et Hélène qui accompagne aussi les entreprises qui sont avec moi, qui sont en coulisses et qui ont grandement travaillé à organiser ce webinaire et qui sont là pour répondre aux questions. Allez, sans plus attendre, je vous propose de vous challenger sur les questions de l'océan. Il va y avoir 5 petites questions. Le chat est en bas à droite. Vous l'avez déjà découvert pour nous dire d'où vous venez. Et voilà, l'objectif, c'est de répondre le mieux possible. Donc, première question. À votre avis, quelle proportion des déchets marins provient de l'intérieur des terres? Plutôt 25% réponse 1, 50% réponse 2 ou alors 80% réponse 3. Alors, on a plutôt la réponse 3. Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre? Réponse 3, réponse 3. Personne ne s'aventure sur une autre réponse. Réponse 2 pour Karine. Karine, on salue l'audace de s'aventurer en terre inconnue, mais c'est malheureusement la réponse 3. Malheureusement, à tout point de vue, puisque c'est assez catastrophique de voir ces chiffres-là. Donc voilà, ces 80%, ça vient essentiellement de nos activités humaines qu'on mène sur Terre. Donc on vous les a mis entre parenthèses, tout ce qui est activité industrielle, commerciale, mais aussi agricole. Et ces déchets, c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de ce webinaire. Ils sont transportés par tous les cours d'eau. Donc, on va parler d'océan, mais pas que. Et c'est comme ça qu'ils atterrissent sur les plages quand on peut les voir ou dans les océans au large des côtes. Question 2. À votre avis, quelle est la principale voie de transport utilisée pour le commerce mondial? C'est une question très difficile puisqu'on est sur un webinaire qui porte sur l'eau et les océans. Voilà, on commence de façon positive, tout le monde donne des bonnes réponses.
Bravo à toutes et tous. C'est en effet par voie maritime. Et donc, en volume, ça représente 90% du commerce mondial. En valeur, on est plutôt autour de 80%, si je ne dis pas de bêtises. Alice saura mieux que moi répondre à cette question. Et donc, ça s'effectue par voie maritime à l'aide des grands containers que vous voyez, bateaux, citernes et porte-conteneurs. Et leur objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour que ça coûte le moins cher possible et surtout que les bateaux puissent être payés quand ils sont à quai. Et on verra juste après que en réduisant simplement de 5 à 10% leur vitesse, on pourrait limiter notamment les émissions carbone d'environ 13%, si je ne dis pas de bêtises. Sur le pourcentage d'émissions carbone de CO2 absorbées par l'océan, à votre avis, est-ce qu'on est plutôt aux alentours de 5%, de 30% ou de 65%? Et la pollution sonore, on en parle juste après. Christelle, j'espère que vous aurez la bonne réponse. Vous avez complètement anticipé la suite du webinaire. Alors là, sur cette question, ça ne fait pas l'unanimité. On a la réponse 2 pour quelques personnes, la réponse 1, la réponse 3 pour les autres. Quelques pessimistes, quelques personnes un peu moins pessimistes, plutôt proche de la réponse, on va dire, c'est 30%. Donc, on a 30% du CO2 émis qui est absorbé par les océans et ce qui provoque notamment l'acidification des océans. Donc, c'est le pH des océans qui va être fortement modifié et donc ça va avoir un impact sur tout l'écosystème marin. On vous en parle plus largement dans la partie d'après. Mais donc, c'est un enjeu assez important. On parle beaucoup de… Ah, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. On parle beaucoup on a très longuement parlé de carbone, du fait qu'il fallait réduire les émissions de CO2, etc. On en parle beaucoup en entreprise. Et donc, c'est important pour nous de montrer ces chiffres-là et de montrer quel est le rôle des océans. Et donc, même quand on est éloigné de la mer, du littoral, etc., on est toutes et tous concernés par ce sujet. Avant-dernière question, je crois, sur la pollution sonore, justement, Christelle, depuis 1950, est-ce que la pollution des océans a doublé tous les 10 ans, tous les 25 ans ou tous les 50 ans? Hop. On a réponse 1 pour quelques personnes. On vous laisse répondre. Réponse 1, réponse 2. Et on est en effet sur la réponse 1. Et donc, on revient sur le fameux temps de trajet des porte-containers qu'on a vu tout à l'heure, qui essaient d'aller le plus vite possible. Et donc, si on réduisait leur vitesse donc, de 5 à 10%, ça permettrait de limiter justement cette pollution sonore, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre, les chocs avec les baleines et la pollution sonore à hauteur de 40%. Et enfin, je crois qu'on arrive à la dernière question, si je ne dis pas de bêtises. Combien de litres d'eau, parce qu'on ne va pas parler que des océans, que de la mer, on va parler de l'eau au sens large. Combien de litres d'eau sont nécessaires pour la fabrication d'un ordinateur? Voilà, vous êtes toutes et tous devant votre ordinateur. À votre avis, combien il a fallu de litres d'eau pour le produire? Plutôt 30 000, 130 000 ou 230 000 litres d'eau? Bravo Eva, vous êtes la première à avoir donné la bonne réponse, qui est malheureusement 230 000 litres d'eau. Et en moyenne, c'est 40% de cette empreinte totale eau qui est liée à l'extraction des matières premières donc pour fabriquer l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on encourage fortement sur les sujets numériques à essayer de faire durer les terminaux, que ce soit vos ordinateurs ou vos téléphones. Voilà pour le petit quiz. Je vous laisse faire le calcul de est-ce que vous étiez plutôt à 5, 6, 7, 8 sur 10 en doublant le nombre de bonnes réponses que vous avez faites. Parce que c'est un enjeu, c'est un sujet qu'on méconnaît encore très largement. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité l'aborder aujourd'hui. C'est aussi parce que on arrive 10 ans après les accords de Paris et 10 ans après l'agenda 2030 autour des objectifs de développement durable. Donc, c'est 2 temps forts qui ont lieu en 2015. Les accords de Paris, pour rappel, ça fixe 3 objectifs principaux. Celui de l'atténuation qu'on connaît bien, qui est de faire en sorte de maintenir la hausse de la température mondiale
nettement en dessous de 2 degrés et par rapport au niveau donc pré-industriel, et de tout faire pour la maintenir plutôt à 1,5 degré, donc ce qui implique notamment de limiter au maximum les émissions carbone et équivalents. L'adaptation, donc ça c'est le fait de faire en sorte que les pays soient en capacité, en mesure de s'adapter aux impacts du changement climatique, et le financement de cette transition, et le fait notamment de soutenir financièrement les pays qu'on dit en développement, ou en tout cas qui sont moins bien armés, dotés pour faire face à ce dérèglement climatique. Et donc, en parallèle de ces accords de Paris que vous connaissez certainement toutes et tous, on a aussi eu l'agenda 2030 qui a été adopté, l'agenda 2030 pour le développement durable, qui a été adopté par l'ensemble des États membres de l'Organisation des États-Unis, donc cette même année, et qui ont statué sur 17 objectifs de développement durable, avec notamment le 14e qui porte sur la vie aquatique. Et donc, pourquoi on vous parle de ces deux moments? Parce que c'est deux moments qui sont étroitement liés. Parmi les objectifs de développement durable qui sont à l'agenda 2030, on retrouve tout ce qui va tourner autour de l'énergie propre, des villes et des communautés durables, tout ce qui va tourner autour de la consommation, de la production responsable. Et on voit également sur cet objectif donc, qui est lié plus directement à l'océan, à la mer, donc l'objectif 14 qui porte sur la vie aquatique. Lors de la première conférence des Nations Unies sur l'océan, on décrit les différents rôles de l'océan, et on a notamment rappelé que l'océan agissait comme un puits et un réservoir de gaz à effet de serre. C'est ce dont on va parler juste après. Donc, c'est vraiment, en fait, les accords de Paris ne peuvent pas être atteints si on n'atteint pas ces objectifs aussi également. Donc, voilà, ça, c'est ce qui a été décidé en 2015. Et nous voilà 10 ans plus tard. Donc 10 ans plus tard, sur les sujets de l'eau, on a d'abord la France qui a décrété que 2025 comme étant l'année de la mer. Donc ça va débuter dès le 1er janvier. Et donc ça marque un temps fort pour à la fois valoriser, donc symboliquement, mais aussi encourager toutes les initiatives, toutes les actions qui vont être entreprises et menées pour protéger ce bien commun. Et ce qui nous semble, en tout cas d'un point de vue de la France, d'autant plus important, d'un point de vue mondial important, puisque 71% du globe est recouvert par la mer, et d'un point de vue de la France, d'autant plus important qu'on est le deuxième espace maritime. Donc, je pense qu'on a pas mal de responsabilités, un rôle à jouer sur ces sujets-là. Et donc, voilà, ça a été décrété au niveau de la France, mais ça s'inscrit aussi dans le cadre de la 3e conférence, notamment des Nations Unies sur l'océan, qui aura lieu au printemps à Nice. Donc, c'est une conférence qui va être co-organisée par la France et le Costa Rica, avec pour objectif d'en faire un rendez-vous diplomatique du 9 au 13 juin, donc au lendemain de la Journée mondiale de l'océan. Et donc, on va à la fois rassembler la communauté internationale, mais aussi rassembler les scientifiques pour alerter et orienter les actions des chefs de l'État, comme a pu le faire le GIEC. Et c'est aussi pour essayer d'aller plus loin, notamment de voir l'entrée en vigueur, par exemple, du traité sur la haute mer et la biodiversité qui avait été signé en 2023, et essayer, je cite, de convaincre le plus grand nombre d'agir pour l'océan. Et donc, nous, on va essayer de commencer à apporter notre pierre à l'édifice sur justement le fait de mobiliser largement autour de ces enjeux. Voilà pour les raisons pour lesquelles on a décidé d'aborder ce sujet-là aujourd'hui avec vous, et en partenariat, la CEC, la Fresque Océane, et notamment Bloom, on en parlera juste après. Voilà, je vais passer la parole à Alice pour vous parler plus particulièrement du rôle des océans et de l'eau au sens large. Merci Mathilde. Oui, je vais essayer de vous dresser un topo, on va dire, assez condensé de la situation de l'océan pour les personnes qui n'auraient pas ça en tête aujourd'hui. Donc effectivement, déjà, océan, petite précision, ceux qui me connaissent savent que je suis souvent à redire que c'est un océan, donc océan au singulier. Voilà, la communauté des scientifiques s'accorde vraiment à dire qu'il faudrait ne plus dire les océans, parce qu'en fait, on comprend qu'en fait, il y a un seul océan, tous les océans sont connectés. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle maintenant d'océan au singulier. En fait, l'océan nous permet vraiment le socle de base de la vie sur Terre. Et donc, c'est ce que je vous ai symbolisé là par les petites images en bas de ce slide. En fait, on est un peu déconnecté de l'océan. On oublie, notamment quand on n'a pas le plaisir d'habiter au bord de la mer, on oublie notre lien avec cet écosystème. Et en fait, il est juste crucial. Déjà, la vie vient de l'océan.
toute la biodiversité, nous, on vient de l'eau, c'est les premières bactéries venaient de l'eau. Ensuite, c'est les ressources en eau. Ressources en eau, c'est effectivement, l'océan est à la base du cycle de l'eau. Je ne vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne. On voit tous effectivement des océans, de la pluie, des condensations, du ruissellement, etc. Et donc, en fait, l'océan est essentiel dans tout le cycle de l'eau et donc notre consommation d'eau. Alors, on pense souvent à l'eau pour boire, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est bien sûr l'eau pour produire tout ce qu'on va manger et encore plus tout ce qui va faire notre société. Et on en parlait juste avant avec les ordinateurs. Donc, en fait, l'océan, voilà, c'est la vie, c'est l'eau. C'est les ressources en oxygène. L'oxygène vient des océans, a été produit dans les océans il y a 3,8 milliards d'années et est arrivé dans l'atmosphère et on respire aujourd'hui grâce aux océans. C'est bien sûr les ressources alimentaires, donc notamment bien sûr les poissons, les mollusques, les crustacés, tout ce qu'on va consommer, les ressources halieutiques qui viennent de l'océan. Et on estime à peu près à 3 milliards de personnes dans le monde qui dépendraient de ces ressources en protéines. Et enfin, c'est un précieux, et je dirais même c'est le régulateur du climat. L'océan, c'est ce qui fait qu'on a le climat actuel. En fait, l'océan est en charge de déplacer les masses chaudes et les masses froides d'eau. Et ce déplacement de ces masses-là va créer justement le climat tel qu'il est aujourd'hui. Donc, en fait, il absorbe bien sûr le CO2, le surplus d'énergie et il crée l'ensemble du climat. Donc, pour vivre, nous, on a besoin de choses de base, c'est-à-dire on a besoin de respirer, de boire, de manger et d'être dans un climat, on va dire, possible pour la vie humaine. Et donc, ça, c'est l'océan qui nous le permet. Ensuite, du coup, il y a notre civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième ligne. On va vivre généralement, on aime bien plutôt aller proche du littoral, notamment près des deltas, près des endroits où il y a des eaux très riches. Et ça va effectivement être une grande force dans nos activités, dans l'économie, dans ce qu'on va pouvoir développer. Ça va nous inspirer, l'océan également par les zones humides, par les mangroves, les récifs coralliens, va nous protéger de la force des vagues et on va développer tout un ensemble de cultures autour de l'océan. Il va nous inspirer, nous prodiguer un certain nombre de connaissances. Et ensuite, en haut de la pile, c'est en fait la société telle qu'elle est aujourd'hui. On a parlé de la mondialisation, des transports de marchandises qui sont principalement par voie maritime. Donc, en fait, on dépend énormément de l'océan. La majorité des objets qui sont autour de vous aujourd'hui sont passés par un bateau à un moment ou à un autre de leur cycle de vie. C'est toutes les matières premières, c'est tout simplement le sable qui construit le bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui, les énergies. On sait qu'on se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables et les énergies marines renouvelables. Et enfin, par exemple, les ressources médicales. On sait que il y a plus de 25 000 molécules marines qui nous inspirent pour faire des médicaments. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont assez invisibles dans notre société. On n'y pense pas, on ne voit pas forcément notre lien avec l'océan du matin au soir. Et pour autant, comme on dit, quand on ouvre son robinet, en fait, c'est l'océan qui coule. Quand on consomme, quand on achète, quand on mange, en fait, l'océan est présent partout. Donc, c'est un peu un grand invisible qu'il faut pour autant énormément préserver et protéger. Parce qu'en fait, s'il ne fonctionne plus, s'il n'est plus aussi autant en bonne santé, en fait, c'est l'ensemble de cette pyramide qui peut s'effondrer. Pour autant, justement, si on reprend les images de base, donc le socle dont je viens de vous parler, en fait, il est en danger. Quelques chiffres, alors il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi quelques-uns. Par rapport à la biodiversité marine, donc l'IPBES nous dit, l'IPBES c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, que plus d'un tiers des mammifères marins sont menacés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Par rapport à l'eau, si on peut l'afficher au fur et à mesure. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Par rapport à l'eau, c'est un enjeu, comme je vous disais, on pense à l'eau pour boire, mais en fait, il faut vraiment intégrer qu'il y a un fort lien entre l'océan et l'agriculture. C'est un lien qui peut être, on va dire, négatif, ou en tout cas, on parle beaucoup de la pollution de l'agriculture qui peut aller dans l'océan. Et aussi, un sujet, c'est que l'agriculture, pour manger, et on n'a pas le choix, il faut bien qu'on mange. Aujourd'hui, tel que c'est fait, l'agriculture représente 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Donc ça, c'est pour faire pousser les choses, c'est pour le bétail, c'est pour vraiment toute l'agriculture au sens large. Donc, il y a un vrai enjeu par rapport aux ressources en eau. Ensuite, on parlait de l'oxygène. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trop de danger, nous, par rapport à l'oxygène qu'on respire. Il y a un stock dans l'atmosphère qui est conséquent. En revanche, il y a des grands enjeux d'oxygène au niveau de l'océan et ce qu'on appelle des zones mortes qui, malheureusement, se multiplient d'année après année. Donc, des zones où il va manquer d'oxygène et ça a un impact sur la biodiversité marine. Enfin, les ressources halieutiques, un tiers aujourd'hui des poissons sont en surpêche dans le monde. Donc, c'est beaucoup. Il y a l'objectif de zéro surpêche pour 2030. Aujourd'hui, on a encore un tiers. Alors, on est un peu meilleur en France par rapport à ça. Mais malgré tout, c'est un océan. C'est des ressources halieutiques qui sont partagées. Donc, c'est important. On a tous
des leviers à avoir par rapport à notre consommation de poissons. Et enfin, on parlait du climat. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le quiz, donc 30% du CO2 est absorbé par l'océan, mais également 90% de l'excès d'énergie est capté par l'océan. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce qu'en fait, le climat est ce qu'il est aujourd'hui parce que l'océan nous permet au moins d'absorber 90% de l'excès d'énergie grâce justement à cette machine climatique. Mais s'il y a un moment où on se pose la question, est-ce qu'il va continuer à absorber? Quel est le seuil? Est-ce qu'il va relarguer justement de l'énergie? Et donc là, il y a forcément un impact qui peut être un effet boule de neige absolument dramatique. Par rapport à la biodiversité, parce que voilà, les premiers touchés, c'est les espèces qui vivent. Nous, on va être touchés, bien entendu, par rebond derrière. C'était juste pour remettre le cadre. Les 5 facteurs de déclin de la biodiversité marine sont les suivants. Donc, c'est l'IPBES qui fait cet ordre. Donc, en 1, la surpêche. Donc, d'où l'importance du choix des poissons que vous allez mettre dans vos assiettes. La destruction des habitats. Donc, ça va être lié à la pêche, aux industries maritimes. Le changement climatique, donc là, voilà, inutile de réexpliquer ce que c'est, on a tous des leviers par rapport à ça. La pollution, on a vu que 80% de la pollution en mer venait de l'intérieur des terres. Et enfin, les espèces invasives qui sont liées notamment au transport maritime ou à des activités comme l'aquaculture. Donc, il y a ces 5 facteurs de déclin. C'est important de voir qu'en fait, on les connaît, on sait les leviers qui peuvent permettre de les diminuer. Et donc, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Au niveau des enjeux, tu peux les afficher tous en même temps. En fait, c'est juste pour comprendre que ce n'est pas juste, même si moi j'aimerais que tout le monde se dise, en fait, il faut préserver la biodiversité marine. En fait, ça va bien au-delà. Ce n'est pas que les espèces qui vivent, c'est, comme je disais, par rebond l'humain. Et donc, il y a des enjeux d'alimentation. Il y a des populations sur cette planète qui dépendent vraiment de ces protéines. Donc, il faut qu'elles puissent manger. Notre côté de dépendance énergétique, donc dépendance justement par rapport aux énergies renouvelables. La question de l'eau, on en a parlé. La question du transport, comment est-ce qu'on va continuer de transporter nos marchandises. Voilà, les nouveaux bateaux qui commencent à émerger et comment gérer cette mondialisation et la vitesse des navires, on en a parlé juste avant. Les intempéries qui vont générer des migrations climatiques. Et ensuite, il faut bien le dire, il y a des enjeux de stabilité politique parce que du moment où des populations n'ont plus à manger, plus à boire, qu'il y a des enjeux justement elles sont délocalisées à cause de la montée des eaux, et forcément, elles vont bouger et il y a des enjeux de stabilité par rapport à ça. Et donc là, on est tous connectés, on est sur la même planète et donc il faut les prendre en considération dès maintenant. Génial. Merci Alice. Ça vous fait un condensé de quels sont les enjeux et pourquoi il faut protéger l'océan, comme l'a très justement expliqué Alice. On espère déjà vous avoir convaincu à l'échelle individuelle. Je vous mets 3 petits défis et je vous laisse voter dans le chat, prendre une bonne résolution pour la semaine à venir, quelque chose que vous vous sentez capable de faire pour protéger l'océan à titre individuel. Soit faire un fill the bottle challenge et on vous a donné les ordres de grandeur. Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Soit faire une semaine végétarienne. Vous évitez 1,5 tonnes d'émissions carbone ou vous permettez d'utiliser 10 fois moins d'eau qu'un kilo de bœuf, par exemple. Ou alors faire une semaine avec 0 plastique. Et donc, on va voir juste après quels sont, donc là, on vous parle d'enjeux plutôt à l'échelle individuelle, quels peuvent être les impacts quand on fait tout ça à l'échelle de son entreprise et quand on la mobilise. Ça va être la partie juste après. Et donc, je vous laisse mettre dans le chat numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. C'est la bonne résolution à prendre d'ici la fin de l'année. Peut-être que vous l'avez déjà prise pour certaines et je vous montrerai l'impact juste après à grande échelle. Merci d'avoir joué le jeu. Il y a pas mal de personnes qui nous ont mis 1 et 2. Ok, génial. On compte sur vous pour tenir cet engagement. Malheureusement, on ne pourra pas vous redemander à chaque personne une par une ce que vous l'avez tenu. Ok. Du coup, voilà, on a vu rapidement un condensé des enjeux et du rôle de l'océan. Je vais redonner la parole à Alice pour vous parler notamment du rôle et des opportunités qu'il peut y avoir au niveau des entreprises du fait de tenir compte de ces enjeux. Alice, je te redonne la main. Super, merci. Donc effectivement, comme ça a été dit, cette année, donc 2025, c'est l'année de la mer. Il faudrait que ce soit l'année de la mer tous les ans, mais en tout cas, voilà, c'est l'année de la mer cette année. Donc c'est encore plus l'occasion d'agir à titre individuel, mais également à titre collectif. Et pour ça, les entreprises ont aussi leur part de responsabilité et de levier d'action. Et parfois, en fait, notamment, donc ça, Eleonore pourra en parler tout à l'heure, on le voit dans nos échanges dans la CEC et même au sein de la Fresque Océane, on a des entreprises qui ne voient
qui ne voient pas facilement leur lien avec l'océan si ce ne sont pas des entreprises du maritime. Donc, c'est important de se dire qu'en fait, toutes les entreprises, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas des liens avec l'océan. Ce n'est pas possible. Du moment où elle existe, comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. En fait, l'entreprise, le fait même qu'elle existe, elle a des liens avec l'océan. Donc là, je vous ai mis un exemple, mais c'est bien sûr pas exhaustif. Déjà, il faut penser que selon votre structure, vous avez forcément des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça peut être à titre de collaborateur. Vous allez vous rendre sur le site pour travailler, ce que va faire votre entreprise. Justement, les ordinateurs de votre entreprise, ça a un lien avec l'eau. Donc, il y a tout le lien avec le climat. Et donc, ça va être un premier enjeu. Il va y avoir les liens avec l'eau également. Si vous êtes par exemple sur une entreprise plutôt de type industriel, vous allez avoir besoin d'eau pour produire produire ce que vous faites, pour nettoyer vos sites, etc. Donc, vous avez à la fois besoin de l'eau et de bonne qualité, et à la fois vous allez la rejeter. Donc là, il y a un jeu de avec quelle qualité vous allez rejeter l'eau, et est-ce que vous pouvez être contraint par justement des diminutions potentielles de ressources en eau. Donc, il y a ces enjeux de climat, il y a ces enjeux d'eau, il y a les enjeux également de pollution au sens large sur justement toute la chaîne de valeur. Ça va des contenants de vos produits finaux, mais également quand vous allez être dans les cycles de production, voilà, tout ce qui va être produit, jeté, le carton, le plastique, etc., qui va permettre de faire cette production, jusqu'à votre poubelle de travail, si vous êtes dans un secteur totalement tertiaire. Et en fait, tout ce que vous allez jeter, consommer, gaspiller, en fait, ça va être des déchets. Et donc, ça rentre aussi dans le lien avec l'océan. En bas, je précisais le transport des marchandises. Non, juste si tu peux, excuse-moi, rester sur ce slide. Transport des marchandises, parce qu'en fait, ça aussi, vous n'êtes probablement pas une entreprise de transport maritime. Pour autant, ce que vous allez acheter, ce que vous allez produire est probablement passé par la mer, on l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, vous avez aussi un levier dans le choix de vos transporteurs, dans les chartes de vos partenaires, par exemple, pour justement essayer d'être plutôt sur des transporteurs qui vont s'engager par rapport à l'océan, par rapport à des réductions de vitesse, par rapport à des nettoyages de fumée des navires, etc. Donc, c'est aussi intéressant de se poser la question de d'où viennent les marchandises que vous allez utiliser en termes de matières premières ou de produits finis. Et donc, enfin, il va y avoir effectivement comment votre entreprise va, on va dire, s'investir dans ce sujet de l'océan. Ça peut être par de l'innovation, ça peut être par de l'aide également, par des subventions, par de l'aide d'associations ou de structures qui, elles, vont ensuite avoir un impact sur l'océan. Donc, c'est vraiment ce qu'elle va faire, elle, et comment elle va aider les autres et se mettre dans un réseau d'entreprises engagées. Au niveau des secteurs, en fait, je pourrais tous les mettre. J'en ai mis quelques exemples. Mais comme je disais, il n'y en a pas un qui n'est pas concerné. Alors, certains de manière forcément beaucoup plus évidente. Comme je disais, voilà, il va y avoir l'industrie. Il va y avoir, par exemple, pour prendre un exemple, tout ce qui va être en lien avec le textile. On dit, le textile, je ne vois pas trop le lien. Eh bien, sachez que les 2 premières sources de microplastiques dits primaires, qu'on retrouve dans l'océan, sont les fibres synthétiques de nos vêtements et les poussières des pneus des voitures. Donc oui, tout ce qui va être du domaine du textile a un rôle justement par rapport à ces pollutions en fibres synthétiques. Ça va être aussi, par exemple, le traitement de l'eau pour les cuirs dans le domaine du luxe ou ce genre de choses. Donc, il y a toujours des liens qu'on trouve plus ou moins. Et enfin, par exemple, pour donner un exemple, j'ai mis les médias. Alors, les médias, bien sûr, il y a des liens de gaz à effet de serre, etc. Mais c'est aussi pour dire que c'est hyper important la manière dont, par exemple, les médias vont relayer ces enjeux de l'eau, parce que ça va justement toucher les personnes qui vont regarder ou lire ces différents médias. Et ça, c'est important pour acculturer tout le monde sur ces enjeux. Et ensuite, en fait, il y a toute votre chaîne de valeur qui est concernée. Ça va être effectivement vos fournisseurs, vos collaborateurs, vos clients, sur quel choix vous allez faire, quelle charte vous allez mettre en place, quel fournisseur vous allez choisir ou non. Votre écosystème de toutes les entreprises de votre propre secteur que vous pouvez embarquer ou vous pouvez collectivement justement aller dans cette direction pour aller dans le bon sens. Le lobbying, ne pas négliger votre pouvoir d'influence positif sur les enjeux de préservation de l'océan. Le lobbying n'est pas un gros mot. C'est l'idée que des entreprises peuvent aussi monter au créneau pour essayer de faire changer certaines façons de faire pour que ça aille dans le sens de l'impact positif. Et enfin, l'image de marque pour vos collaborateurs qui vont rentrer, qui vont avoir envie d'aller dans votre entreprise parce qu'ils savent que vous êtes engagé sur des causes qui, eux, les touchent.
et effectivement le poids de toute entreprise dans les produits qu'elle va diffuser et donc quel message elle va passer sur ses engagements pour la planète et en particulier pour l'océan. Génial. Du coup, en effet, il y a un enjeu de responsabilité et d'impact que peuvent avoir les entreprises, mais aussi d'opportunités, comme l'a dit très justement Alice. En fait, voilà, ça ouvre tout un champ des possibles de comment reconstruire son modèle économique, comment retravailler sa chaîne de valeur et faire en sorte que ça soit un atout pour votre entreprise que de se saisir de ces enjeux. Moi, je voulais vous montrer tout à l'heure sur les j'ai pris l'exemple sur 2 défis parce que sur la question des déchets, c'est plus compliqué de le mesurer. On n'a pas forcément le point de départ des participants et participantes. Mais voilà ce que ça peut donner quand une entreprise, et plutôt là, on parle d'une centaine d'entreprises qui se sont mobilisées lors de notre dernière édition La Petite Planète. Donc, on a 1 million de personnes qui ont collecté, 1 million de mégots, qui ont été collectés pendant les 3 semaines du challenge. Et donc, ça représente à peu près l'équivalent de 200 piscines olympiques qui n'auraient pas été polluées, pour que vous puissiez vous représenter le volume. Sur les semaines végétariennes, pour celles et ceux qui se sont engagés, on a 3000 semaines végétariennes qui ont été complétées par les participants et participantes. Et donc là, c'est plus de 7 tonnes d'émissions carbone équivalentes qui ont été évitées et 8 millions de litres d'eau aussi économisés. Donc, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que, oui, on a une responsabilité individuelle, mais aussi collective, et que on voit très rapidement les effets, l'impact que peuvent avoir des personnes qui se mettent en mouvement collectivement. Et donc, je vous laisse imaginer ce que ça donne quand c'est toute une entreprise qui change son modèle de production, qui change son cœur de métier et qui essaie de réduire son impact au maximum. Et donc là, je vous ai mis au global l'impact sur les émissions carbone, sur les quantités d'eau et le temps que les équipes passent à se former sur ce sujet lors de notre dernière édition. Et donc là, on vous en proposera une juste après, plutôt en lien avec l'océan, pour avancer sur ces thématiques-là. Voilà, ça c'est l'aspect aussi positif pour vous montrer que c'est possible d'agir et que c'est possible de se mettre en mouvement. Tout ce qu'on vous dit là peut paraître théorique, mais on a des solutions très concrètes à vous proposer justement pour vous mettre en mouvement et pour mettre en mouvement la structure dans laquelle vous travaillez. Et donc, je vais passer la parole, il me semble, à Éléonore en priorité, si je ne dis pas de bêtises, pour vous parler de la Convention des entreprises pour le climat et plus particulièrement du parcours océan. Éléonore, est-ce que… Absolument. Génial. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vais faire le maximum dans des conditions de connexion très dégradées, donc j'en suis absolument désolée. Peut-être qu'Alice prendra la parole si ça ne fonctionne pas bien. Donc, en effet, à la Convention des entreprises pour le climat, on utilise, écrire très bien, Mathilde, le collectif, mais inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on crée des collectifs d'entreprises sur des parcours qui vont travailler sur 3 niveaux, leur feuille de route, donc la stratégie de l'entreprise à horizon 2030 avec le cadre des limites planétaires au cœur de la stratégie. Ils travaillent aussi sur des récits collectifs parce qu'on a besoin de nouveaux récits, on a besoin de créer des leaders d'opinion et de créer des collectifs pionniers sur ces sujets. Et puis, on travaille aussi sur des projets coopératifs où on fait travailler les entreprises. On existe depuis 2021, on est assez récent. On accompagne des collectifs, donc via des parcours. Et puis, la raison d'être de la CEC que vous voyez à gauche, elle est très claire. Rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative avant 2030, c'est-à-dire demain. Alors, je veux bien qu'on passe l'autre slide. Qui ne s'affiche pas pour moi. Je suis désolée, la connexion est vraiment trop mauvaise. Alice, est-ce que tu veux bien reprendre la suite, s'il te plaît? Oui, aucun problème. Je peux reprendre la main. Tu veux que je présente? Je reprends la main, Éléonore, ou… Je veux bien parce que ça ne s'affiche pas pour moi. C'est trop… Ouais, pas de souci. Alors, du coup, comme vous l'a dit, aucun problème. Comme l'a dit Éléonore, donc effectivement, l'ambition de la CEC, c'est vraiment d'accompagner des collectifs de dirigeants sur des parcours qui durent, en gros 10 mois. On va vous expliquer ça juste après. Il faut savoir que le premier parcours a donc été créé en 2021 et que depuis, il y a 17 parcours qui ont été lancés.
des parcours qui peuvent être à la fois, qui peuvent être ou territoriaux généralement, ou par secteur d'activité. Et donc, ces parcours ont déjà touché plus de 1000 entreprises, donc 1100 comme vous voyez là, avec derrière, du coup, 1 million de collaborateurs qui ont été impactés parce que leurs dirigeants ont justement pris le temps et la mesure de ces enjeux pour faire un parcours de la CEC. L'idée, c'est sur cet ensemble de parcours, c'est vraiment de les amener à aller vers le régénératif ou ce qu'on va appeler plutôt l'impact positif. Donc, de sortir bien sûr du business as usual. On va avoir une entité RSE, très bien, mais d'aller encore plus loin, de vraiment mettre la RSE au cœur et même de se dire que l'idée, c'est pas juste de diminuer au maximum ces impacts négatifs, mais comment justement amener son entreprise par une feuille de route, par des projets coopératifs entre les entreprises, à être plus robuste par rapport à justement à l'ensemble des changements qu'il y a et à un impact positif sur les différents écosystèmes de la planète et les limites planétaires de manière globale. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc en fait, le parcours océan, c'est vraiment l'idée de parler justement de ces limites planétaires et de mettre un grand focus sur le sujet de l'océan. On va démarrer le parcours, donc en fait, on a un lancement en janvier. La première session sera en mars 2025 et la dernière, la 5e, en novembre 2025. Donc, ces 5 sessions vont se retrouver à chaque fois. Donc, le dirigeant de l'entreprise et ce qu'on appelle un Planet Champion. Donc, chaque fois, ça va être un duo qui va représenter l'entreprise et ils vont faire justement ces 5 sessions. Chacune des sessions est composée de 3 formats, des plénières avec des intervenants de haut vol qui vont justement les aider à prendre conscience de ces enjeux, des ateliers en plus petits groupes qui vont être en lien fort avec les thématiques qui les concernent pour leur entreprise, et ensuite des camps de base où les duos vont justement se retrouver avec un petit groupe de 10 autres entreprises et qui vont se suivre tout au long des sessions pour justement travailler sur leur feuille de route, se challenger et travailler sur des projets coopératifs. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir avec une feuille de route publiée sur la stratégie d'entreprise par rapport aux limites planétaires et en particulier par rapport à l'océan. Donc là, le parcours océan, comme je vous ai dit tout à l'heure, les parcours de la CEC sont généralement sectoriels ou thématiques. Et là, le parcours océan, il casse un peu les codes, mais c'est normal. Il est, on va dire, un peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire qu'il est ouvert à toutes les entreprises, donc ce n'est pas sectoriel. Bien sûr, on va avoir particulièrement des entreprises en lien avec l'océan et avec l'eau, mais toutes les entreprises sont les bienvenues parce que toutes ont un lien avec l'océan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est sur tout le territoire, parce que qu'on soit à Marseille, à Brest ou à Strasbourg ou à Paris, justement, on a ces liens avec l'océan, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est donc dans le cadre de l'année de la mer qu'on lance ce parcours. C'est inédit. Il aura lieu cette année-là, en 2025. Et il va avoir un lien avec notamment l'UNOC. Donc, on va avoir une session qui va se passer à Nice en même temps pour les participants. Sachez juste qu'il est soutenu par le ministère chargé de la mer et de la pêche, la Fondation de la mer et Respect Océan, et un ensemble d'autres structures qui, justement, nous suivent depuis le début de l'aventure. Donc là, on a annoncé la première vague d'entreprises qui est rentrée sur le parcours. On en a une deuxième qui va être annoncée là d'ici quelques jours. Ça vous donne un ordre d'idée de quelles sont les entreprises qui ont déjà, qui ont embarqué pour ce parcours. Donc, on a aussi bien des très grandes structures comme EDF, qui va avoir des enjeux sur les énergies, que Decathlon. L'Ifremer, qui est bien sûr déjà très engagé, mais on a aussi besoin de structures engagées pour amener les autres, pour aller plus loin. Et même eux, ça va les aider à peut-être penser certaines choses différemment. Nausicaa, donc l'aquarium, Edge, le paysan marin, qui est plutôt sur l'aquaculture. Donc, en fait, c'est des entreprises qui ont des tailles très variées, des secteurs d'activité très variés. Et c'est ça qui va faire la force du parcours. Merci Alice. Nous, on est hyper contents de travailler avec la CEC sur ce parcours-là et on pense que c'est des outils qui sont assez complémentaires. Par exemple, Decathlon et EDF ont aussi fait le challenge Ma Petite Planète et donc on est content de voir qu'il y a une mobilisation à tous les niveaux de ce type d'entreprise. Nous, de notre côté, on est assez partisanes aussi de ce point de bascule. De notre côté, on est parti du triangle de l'inaction côté Ma Petite Planète et de toutes les raisons qui font que des individus, des entreprises ne passent pas nécessairement à l'action ou en tout cas
pas suffisamment au regard de l'urgence climatique, écologique. Et donc, ce qui fait que, en fait, toutes ces raisons-là, donc notamment le fait de se dire, en fait, c'est la responsabilité du gouvernement, ah non, c'est la responsabilité des entreprises, etc. Ça nous amène à ce qu'on appelle un triangle de l'inaction. Donc, on arrive dans une situation un peu bloquée où on se regarde un peu en chaîne de faïence pour savoir qui va être la première structure à se mobiliser. Et donc, nous, ce qu'on veut faire chez Ma Petite Planète, c'est de remettre le collectif au centre, parce qu'on est assez convaincu que les entreprises sont des sommes d'individus et que dirigeants et salariés peuvent influencer le modèle de l'entreprise, que les citoyens et citoyennes peuvent aussi influencer le gouvernement et pareil du côté des entreprises, que finalement, en fait, en remettant le collectif au centre et en faisant en sorte de se mobiliser de façon vertueuse, c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses de façon plus structurante et à atteindre le fameux point de bascule. Donc, on a parlé de la bascule des entreprises. Nous, on parle aussi du point de bascule plutôt au niveau de la société, faire en sorte d'avoir aux alentours de 10% des personnes qui sont convaincues que la protection de la planète, du vivant, de l'océan, c'est un enjeu majeur. Et encore majeur, c'est un euphémisme, mais qu'il faut s'en saisir très rapidement. Pour faire ça, pour faire en sorte de remettre le collectif en sorte et de faire en sorte de mobiliser de façon vertueuse tous ces acteurs-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un challenge autour de défis écologiques. C'est un challenge qui dure 3 semaines avec des défis du plus facile, comme faire le ramassage de mégots qu'on a vu tout à l'heure, au plus compliqué. Des défis à la fois individuels, mais aussi collectifs que vous allez faire au sein de l'entreprise qui vont mobiliser leurs équipes, les équipes, les amener à réfléchir sur leur métier, comment repenser leur activité à travers des défis qui sont le plus pédagogique possible. Et donc, l'objectif de chaque équipe, ça va être d'aller le plus loin possible en validant un maximum de défis. Donc, c'est des équipes de 6 à 20 personnes et vous pouvez créer autant d'équipes que vous le souhaitez en fonction de votre taille. On a vu l'exemple de Decathlon tout à l'heure. Il y avait plus de 1000 personnes qui simultanément ont participé. Donc, ça faisait, je sais plus, il devait y avoir entre 80 et 100 équipes, je crois, lors de leur dernière participation. Et donc, les défis, ils sont sur une application sur laquelle tout est sourcé, explicité pour faire monter en compétences au maximum les participants et participantes et faire en sorte qu'ils sachent pourquoi ils agissent sur telle et telle action proposée. Et donc, on a voulu en faire une action collective parce que c'est un challenge qui joue en équipe, mais aussi parce que ça va rassembler des milliers de personnes simultanément de toute entreprise. Je rejoins Alice, toutes les entreprises sont concernées. Alice et Éléonore qui malheureusement a des soucis de connexion, mais qui est là pour représenter la CEC. Toutes les entreprises de tout secteur, quel que soit leur lieu géographique. Et donc, nous, on a mobilisé déjà un peu plus de 450 000, puisqu'on vient de terminer 2 éditions, 450 000 personnes autour de ces enjeux et plus de 600 entreprises. On vient de terminer une édition avec 100 entreprises. Donc, voilà, il va falloir qu'on mette tout ça à jour. Et donc, c'est vraiment cette mobilisation-là qui va nous permettre d'avancer dans le bon sens. Et on essaie de le faire de façon positive, pédagogue. On sait que ce sont des sujets pas évidents à traiter. Et donc, voilà, on essaie d'avoir cette approche-là, donc de faire en sorte que les défis soient le plus rigolo possible aussi, de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les niveaux, que les personnes qui ont l'esprit de compétition ou pas puissent s'y retrouver et de faire en sorte que tout le monde monte en compétences parce que oui, c'est un jeu en termes de format, mais on aborde des sujets qui sont assez sérieux. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'appuie notamment sur l'ADEME et sur plein de partenaires scientifiques pour avancer sur ces enjeux et faire en sorte de répondre notamment aux objectifs de développement durable, ceux qu'on a mentionnés en introduction. Et donc, tout ça aussi, on en a parlé rapidement tout à l'heure, ce sont des enjeux, mais ce sont aussi des opportunités. L'objectif pour nous, c'est de faire monter en compétence les équipes, de faire en sorte de vous permettre d'identifier des personnes qui ont envie de s'impliquer davantage sur ces sujets-là pour faire avancer les politiques, les démarches RSE, RSO au sens large au sein des entreprises et faire en sorte, on l'a dit tout à l'heure, de retenir les talents, mais aussi de créer du lien autour de ces thématiques-là au sein de votre entreprise. Donc voilà, dans les très grandes lignes, côté Ma Petite Planète, et je repasse la parole à Alice qui a la double casquette pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris, CEC et Fresque Océane. Et donc là, je te redonne ta casquette Fresque Océane, Alice. Je reprends. Ça marche, merci.
Donc effectivement, la fresque océane, alors déjà, on est ravis d'avoir travaillé avec, d'être en train de travailler avec effectivement Ma Petite Planète pour l'édition Océan. Et également pour vous présenter ce qu'on fait nous au sein de l'association de la fresque océane. Donc on est une association, on a différents, donc on a un atelier qui s'appelle la fresque océane, on a également des formats dérivés. Notre but, c'est vraiment de toucher le plus de personnes possible pour faire comprendre l'ensemble des enjeux de préservation de l'océan. On n'est justement pas spécialisé dans, par exemple, le plastique ou la pêche, mais l'idée, c'est de montrer justement l'ensemble de ce qui impacte l'océan et donc l'ensemble des leviers à toutes les échelles pour mieux le préserver. Voilà, on a plein de formats que je vais vous décrire juste après. Donc, on est vraiment, notre angle d'attaque, c'est le côté très systémique, donc très transverse, montrer l'ensemble des impacts, ludique. On est là pour passer un bon moment aussi, collaboratif, parce que c'est là que ça fonctionne et que ressortent les meilleures idées et c'est très puissant, la force du collectif. Et bien sûr, scientifique. Tous nos jeux sont sourcés avec notamment les sources que vous voyez là en dessous. C'est un point de rigueur qui est important pour nous. Donc, l'atelier de la fresque océane en lui-même, c'est donc une centaine de cartes qui abordent 6 thématiques. Donc, les apports de l'océan, la biodiversité, la pêche, l'aquaculture, les industries maritimes, le climat et la pollution. Et ça, en fait, ça va donner, comme c'est bien sûr inspiré de la fresque du climat, donc je ne l'ai pas précisé, mais je suis membre cofondateur de l'association de la fresque du climat. Et donc, j'ai créé la fresque océane en parallèle. Et du coup, ça, sur le même principe que la fresque du climat, ça permet de voir l'ensemble des impacts de l'océan et donc ainsi de mieux les comprendre. On a différents formats. Alors, ouais, voilà. On a donc l'atelier qui dure 3h30 et qui peut être raccourci en 2 heures, en ligne ou en présentiel. On a une masterclass qui, globalement, est une conférence d'1 heure avec des jeux interactifs et un format stand qui permet notamment de faire des événements comme des festivals. Donc, c'est disponible en français, anglais, espagnol et a priori, maintenant, c'est portugais et chinois. Également la marche océane, qui est un nouveau format qu'on a sorti cette année, où en fait, c'est inspiré de la marche du temps profond pour ceux qui connaissent, où en fait, on fait une grande marche où on démarre à 11 km de profondeur dans la fosse des Mariannes. Et chaque mètre qu'on va faire, c'est l'équivalent de 2 mètres sous l'eau. Et on remonte comme ça toute la colonne d'eau jusqu'à la surface. Et l'animateur va compter ce qui se passe dans l'océan, les écosystèmes, la biodiversité, avec des touches d'inspiration littéraire, poétique, voilà, des écoutes de sons de baleine, l'éveil des 5 sens. Donc, c'est un nouveau format qui se fait bien sûr en extérieur. Merci Alice. Alors nous, on ne connaît pas tous les formats, mais on a testé la fresque océane en interne et c'est validé. Donc voilà, on vous encourage à la faire, c'était très chouette. Pour conclure, on a un tout petit peu dépassé le temps, mais on a encore suffisamment de temps pour prendre vos questions. Voilà, j'espère qu'on vous a donné un bon aperçu de quel était le rôle, la place de l'océan dans notre écosystème et l'importance de le protéger. On a aussi voulu vous montrer que c'était important que chacune d'entre nous incarne ce sujet, essaie de le porter individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous parler de cette année de la mer pour en faire un moment privilégié pour l'aborder et ensuite continuer de le faire sur le long terme, bien entendu. Et puis, on a voulu aussi vous montrer ces trois options-là que vous avez options et qui sont complémentaires pour vous mobiliser à l'échelle de votre entreprise, que sont le parcours CEC qui implique un binôme dirigeant et une autre personne de l'entreprise pour pour faire transformer le modèle de l'entreprise. Le challenge Ma Petite Planète qui est plutôt sur le volet passage à l'action, mobilisation des collaborateurs, collaboratrices autour de ces enjeux, et la fresque océane et ses formats dérivés sur tout l'aspect montée en compétences et compréhension des enjeux pour agir également. Voilà pour ce webinaire. On espère ne pas avoir été trop rapide. J'imagine que si, parce que de toute façon, ce sont toujours des enjeux tellement denses qu'on ne peut pas tout mettre en 1 heure, mais en tout cas que ça vous a donné envie d'en savoir plus. On a 3 petites choses à vous montrer. C'est le questionnaire de satisfaction de ce webinaire. C'est simplement pour savoir si le format vous convient, parce qu'on est amené à faire régulièrement des webinaires et donc pour voir comment on peut l'améliorer. Donc, c'est Hélène qui vous l'a mis dans le chat et on va le remettre si jamais vous ne l'avez pas vu passer. La petite info, ce sont nos adresses mail si vous voulez nous recontacter. Comme ça, vous les avez sous la main avant de filer. Et pour celles et ceux qui ont encore un tout petit peu de temps, on reste à disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Est-ce qu'on en avait dans le chat? Non, on n'avait pas de questions. Il n'y en avait pas dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a Karine qui est intéressée pour avoir les détails. Génial. C'est plutôt pour toi, Alice, je pense.
Oui, je vais mettre le contact. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, en tout cas pour la fresque Océane, c'est des formats citoyens et entreprises. On a déjà touché un grand nombre d'entreprises. Donc, ne pas hésiter. Et effectivement, donc la marche Océane, l'hiver, on a un petit peu plus de mal à mobiliser les citoyens. Pour autant, ça se fait et il ne faut pas hésiter à nous demander. On fait des marches spécifiquement pour les entreprises. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps pour Thales à Brest. Voilà, et avec un bon pull, ça passe. Génial. Christelle, il y avait une question? Oui, les conditions tarifaires pour les entreprises, c'est sur le site ou c'est en te contactant? Oui, alors en fait, on a une pour grille qui est LPP affichée aussi, sur le là. site. Ouais, les deux. Voilà, Ouais. donc tout est affiché sur le site et après, quand vous nous contactez, on vous fait un devis adapté, bien entendu, parce qu'on a un tarif entreprise, mais on est d'accord qu'une entreprise de 10 personnes ou de 3000 collaborateurs, c'est pas la même chose. Donc, on est bien sûr flexible, mais on a quand même une grille un peu standard qui est affichée sur notre site. D'accord. Et moi, je rejoins Alice. On a vraiment des entreprises de toute taille. On a des TPE jusqu'aux très, très grandes entreprises qui embarquent 1500 personnes. Donc, on s'adapte vraiment à la taille de votre structure et surtout au périmètre que vous allez cibler. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail. En général, on est assez réactif côté Multiplanet. Merci. Côté Fresque Océane aussi et côté CEC aussi, vous aurez les réponses très rapidement. Merci. Merci. Éléonore a aussi remis son mail dans le chat, si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de souci, Éléonore. J'ai une question, je voulais savoir comment voyez-vous l'implémentation de ce type de parcours dans vos entreprises? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous pensez que c'est simple? Ah là, c'est pour les participants en ligne. On a retourné le principe du webinaire. Le parcours. Le parcours, moi j'ai essayé dans mon entreprise, mais ils n'ont pas voulu le faire. Donc, Après, effectivement, ces trois formats, je me permets, en tout cas, vous avez le format, on va dire, un peu court, qui est les formats que nous, on propose à la fresque, qui sont des formats de une demi-journée, grosso modo. Après, vous pouvez en faire plusieurs, mais on va dire c'est quelque chose d'assez intense sur une demi-journée. Vous avez le format un peu plus long, où là, on va vraiment prendre tous les collaborateurs avec Ma Petite Planète, qui va être sur plusieurs semaines. Et après, vous avez le format du parcours océan de la CEC, qui va être sur 10 mois et qui là s'adresse plus aux dirigeants ou en tout cas à personnes de type COMEX. Donc, ça permet à la fois sur des durées différentes et bien entendu sur des budgets différents, ça va de soi aussi, de pouvoir toucher des collaborateurs ou juste votre équipe ou carrément aller jusqu'à vos dirigeants pour revoir la stratégie de votre entreprise. Avec tout ça, on espère qu'en piochant dans les trois, complètement, chacun puisse trouver son bonheur. Et petite, par rapport à ce que disait Christelle, parfois on n'arrive pas à embarquer justement son dirigeant sur des parcours plus longs. Et ça peut être le fait d'embarquer sur des parcours plus courts, de type Multiplanète, de type la Fresque Océane, que ça va justement amener une certaine conscience des sujets et leur permettre ensuite d'avoir envie d'embarquer sur quelque chose comme le parcours Océan de la CEC. Donc, parfois, il faut y aller par étapes. Exactement, c'est pour ça qu'on vous propose différents formats. Et Michel qui dit, je vois bien ce type d'intervention sur un team building annuel en entreprise. Exactement, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste 4 minutes. Je pense que c'est bon. De toute façon, vous avez nos coordonnées dans le chat, vous savez où nous retrouver. Et puis, on vous envoie un petit mail récapitulatif avec le replay du webinaire si vous voulez le diffuser en interne. Encore merci d'avoir participé. On était ravis d'avoir autant de monde sur ce webinaire. Et puis, on espère que ça vous a donné envie et motivé à embarquer du monde autour de vous. Bon après-midi. Merci à toutes et à tous. Merci.